Bonjour mes chers camarades. Ça sera mon dernier congrès confédéral. J'ai eu la chance de connaître 3 secrétaires généraux. Quand j'ai touché ma première paye en 1974, c'était André Bergeron. Vous savez, le père tranquille du syndicalisme. En 89, c'était Marc Blondel, le rebelle. Et en 2004, Jean-Claude Mailly. Alors, je ne savais pas comment le qualifier, Jean-Claude. Alors, je l'ai appelé l'hétérodoxe parce que, en matière d'économie, c'est vrai qu'il n'est pas très orthodoxe. Mais aussi le pédagogue combatif. Parce que c'est celui qui nous a permis de comprendre qu'un traité constitutionnel, c'était un oxymore. Et on avait compris, Jean-Claude. En 1974, il y avait du grain à moudre. Je vous rappelle quelques chiffres. À l'époque, on ne cherchait pas un emploi, on le choisissait. Les patrons étaient identifiés. Moi, je m'en rappelle que lorsqu'on discutait avec un patron, il avait toute la capacité de nous répondre. On lui posait une question, il nous répondait. Il n'y avait pas de conseil d'administration, de conseil d'actionnaire et de filtre pour nous apporter les réponses à nos revendications. En 1974, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Je vous rappelle qu'en 1974, le taux d'inflation était de 13,40%. Mais en 1974, il y a eu aussi la fin pour les États à créer de la monnaie. Et la création monétaire a été confiée aux banques privées. C'était la fin des 30 Glorieuses. Mais 1974, c'était aussi l'année, c'était la dernière fois que le budget de l'État était en équilibre. C'était bien, on avait du grain à moudre. En 1989, lorsque Marc Blondel a pris les rênes de notre organisation, plutôt quand on lui a confié, un peu dans le brouhaha, c'est vrai, la dette de l'État était déjà de 34%, 2 millions de chômeurs, l'étatisation de la sécurité sociale, la révolution numérique et la mondialisation de l'économie. Lorsque Jean-Claude Mailly est arrivé en 2004, le nombre de chômeurs était passé à 2,5 millions. La dette représentait 65% du produit intérieur brut. Les dividendes explosent. Les déficits sociaux aussi. Les patrons, quant à eux, ne sont plus identifiés. On n'a plus d'entreprises qui créent des biens et des services. Elles sont devenues progressivement des outils spéculatifs. Un instrument pour faire de la finance. Et on comprend vite l'écart qu'il peut y avoir lorsque on demande à une entreprise de fournir 10% de rendement alors que la production du produit intérieur brut, la richesse nationale n'est que de 2%. S'il y a des entreprises qui gagnent 10, c'est qu'il y en a qui perdent. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons un constat dramatique. Oh, quand je vous écoutais, je disais, on n'est pas bien. Hein. Quand on entend le copain des assurances, copain de l'agroalimentaire, les copains des banques, les copains de tous les secteurs d'activité, partout. Nous sommes devenus la proie des libéraux. Nous sommes victimes des traumatismes du travail. 3,5 millions de chômeurs. Une dette qui représente 95% des richesses produites dans ce pays, c'est-à-dire pas loin de 2 000 milliards aujourd'hui. Les pertes sont mutualisés par nos impôts et les profits sont privatisés. 1% des plus riches de cette planète ont accaparé 50% de la richesse mondiale. Les 86 personnes les plus riches de la planète ont autant que 3,5 milliards des plus pauvres. Voilà le monde dans lequel nous nous situons.
9 millions de pauvres en France. En 40 ans, mes camarades, le capital est passé de 25% de la richesse nationale à plus de 35%. Oh, ce sont des chiffres. Mais la richesse nationale, ce sont 2 000 milliards. Et quand le capital a pris 10% sur ces 2 000 milliards, eh bien, un petit économiste pourrait dire que ça fait 200 milliards. 200 milliards, c'est quand même, aujourd'hui, par an, l'équivalent, quand on sait, par exemple, que 1 milliard représente 50 000 emplois, payés au SMIC, charges comprises, on comprend l'énormité de la situation. Imaginons simplement que nous ayons, pour le monde du travail, 200 milliards de plus par an. Il n'y a plus de déficit. On ne parlerait pas de déficit de la Sécu. On reviendrait en fait à l'époque qu'on a connue en 1974, c'est-à-dire pas de dette, pas de déficit, une sécurité sociale qui se porte pas mal, parce que gérée par les salariés paritairement, et non par l'État, pas de chômage, et une société où le travail n'est pas intensifié et où les traumatismes du travail ne fournissent pas leurs problèmes comme ils le connaissent aujourd'hui. Et puis, la façon de récupérer ces 200 milliards, vous l'avez vu, ce sont essentiellement le blocage des salaires et des aides aux entreprises. C'est à travers ce système-là que, progressivement, le monde du travail a été kidnappé. Alors, ils ont des envies tout à fait insatiables. Vous souhaitez la grève générale, pour beaucoup. Oui, la grève générale. C'est pas trop difficile de faire voter dans un congrès la grève générale. Mais lorsqu'on se retrouve au sein de nos entreprises, lorsqu'on est au cœur du travail, eh bien, il faut quand même reconnaître que les salariés sont dans des situations plus que précaires. Jean-Claude disait que 83% des embauches aujourd'hui se font sur des CDD. Comment voulez-vous qu'un contractuel s'élève contre son patron? Comment voulez-vous que ce monde précarisé ne soit pas dans une situation de servitude? On a signé un accord dans la fonction publique. On devait avoir 40 000 titularisations. On n'a pas dépassé les 3 000. Alors on est un peu frilé pour signer d'autres accords. Alors pour faire la guerre, la lutte des classes, vous savez, ce n'est pas tellement une lutte des classes, c'est une guerre des classes. Warren Buffett l'a dit. La guerre des classes, et Warren Buffett, vous savez, c'est le plus grand milliardaire de cette planète. La guerre des classes, c'est nous qui la menons, disons tout. Et nous sommes en passe de la gagner. Mais mes camarades, pour faire la guerre des classes, il faut avoir une conscience de classe. Et le pédagogue, la pédagogie est importante. Oui, nous devons émanciper, former, développer nos structures, créer des syndicats partout où nous n'en avons pas, aller dans les services, les ateliers, les bureaux, pour dire qu'il faut une organisation libre, Denis, indépendante. si tu peux conclure. Merci. Tu vois, il me restait 4 secondes, tu m'en as pris 3. Je vais en prendre 3 de plus pour dire, mes camarades, la seule façon d'être libre, de s'émanciper, de reconquérir les 200 milliards qu'on nous a volés, oui, mes camarades, c'est de développer notre organisation, la seule organisation libre et indépendante que compte ce pays, le plus bel outil pour la classe ouvrière. Merci, mes camarades.